Quatrième présentation des F1 de 2024, j'avais la chance d'y être en faisant un aller-retour express en Eurostar, c'était à Enstone pour non pas une ni deux, mais plutôt 3 voitures en chair et en os. Alpine a donc dévoilé la 424, sa LMDH qui prendra part au championnat du monde d'endurance, le WEC, avec 2 équipages assez stylés dont un certain Mick Schumacher, mais ça on en a déjà un peu parlé, on va continuer les vidéos sur le WEC cette année, donc ne vous inquiétez pas, ça viendra en temps et en heure. Et puis enfin derrière, on a eu droit à la 525 dans sa livrée de base et dans sa livrée rose qu'elle portera à plusieurs occasions cette année sans que Bruno Famin ne nous révèle le moment où on la verra. En termes de livrée, beaucoup de parties sombres, laissées en carbone apparent pour tenter de réduire le poids de l'engin. Mais les quelques touches rendent la livrée assez agressive, mais évidemment on voudrait en avoir bien plus. C'est relou parce que toutes les écuries sont en carbone quoi. Enfin bref, on a quand même de beaux mélanges de couleurs je trouve entre le bleu et le rose avec un côté un peu Alpine de Gilles et de Théodore du GP Explorer sur l'arrière notamment. En vrai, tout le teasing avec le rose camouflage, c'est un peu dommage en fait de pas être allé au bout d'une livrée camouflage rose. Je trouve que ça aurait vachement bien rendu, j'en suis sûr. Peut-être même un bleu camouflage, ça aurait été stylé. Mais le problème, c'est que ça devient un petit peu plus compliqué pour la lisibilité des sponsors quand les voitures sont en piste. En parlant de sponsors, fini Bell & Ross et bienvenue à Moser et compagnie, fabricant suisse de montres. On oscille entre 15 et 50 000 euros tout de même. Et vu la police d'écriture de la marque, j'ai un temps bugué en me disant mais attends, mais c'est Gentlemate là qui a sur la combi, qui a son logo sur la combi, stylé mais en fait non. Mais ça aurait été méga stylé. Pour une fois, on a donc eu une F1 de 2024 sous les yeux et non pas une 2023 avec une simple livrée, ça fait du bien. Mais avec quelques détails, vous allez voir que le modèle présenté ne prendra pas la piste telle quelle, c'est vraiment une voiture de présentation. Pendant que la vraie devait être en train d'être terminée, je pense, quelque part dans l'usine, pour ensuite partir à Bahreïn. Mais là, ce qu'on a eu, c'est vraiment une voiture de démonstration. On a pas mal de choses à se mettre sous la dent techniquement parlant, sans compter les explications du directeur technique Matt Harman. Nouveau-né sur la voiture qui est plus large à la base mais aussi qui est moins épais je trouve quand on regarde un petit peu sur le côté. L'ancrage des suspensions avant, toujours en configuration à poussoir, a été revu pour accroître l'effet anti-dive dont on avait déjà parlé dans une autre vidéo sur la Red Bull et sur Perez il me semble l'année dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir pour comprendre ce que c'est un petit peu l'anti-dive. Les entrées d'air des pontons ont été revues et descendent beaucoup sur la partie intérieure vers le châssis. Alors pourquoi ça, j'avoue j'ai pas du tout l'explication. D'ailleurs ces entrées d'air qui étaient sur cette voiture qu'on avait sous les yeux étaient des pièces probablement en plastique noir montées sur la voiture. Donc la vraie voiture qui prendra la piste aura des pièces en carbone. Donc voilà, c'est juste que je pense qu'ils ont dû faire pas mal d'assemblages à gauche à droite pour présenter une voiture de 2024. On a toujours une grosse coupe sous le ponton, mais j'ai l'impression que le reste du ponton est très similaire à celui de 2023, tout comme le capot moteur, mais qui a l'air d'être peut-être un petit peu plus resserré, un peu plus allongé par rapport à avant, notamment sur la partie arrière. D'ailleurs, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient de l'efficacité sur le moteur en tentant de refroidir un peu trop l'échappement. Cela a mené aussi à faire un gros travail aéro en interne sur la voiture pour les flux d'air, pour avoir un refroidissement qui est plus efficace et qui permet de moins ouvrir la carrosserie parce que quand tu ouvres la carrosserie pour faire sortir de l'air, ça crée de la traînée et ça, on n'a pas envie d'en avoir. La suspension arrière est toujours sur un type poussoir comme l'année dernière, mais le poussoir est placé de manière peut-être un peu plus en amont, mais c'est surtout sous la carrosserie et dans le système de suspension que le travail a été le plus important sur les amortisseurs, sur le basculeur, etc. Donc là, il y a eu un gros travail. Et enfin, on a l'aile arrière qui, là aussi, sera un gros focus cette année pour Alpine avec pas mal de différentes specs qui vont arriver pour avoir une meilleure adaptabilité sur toute la saison et sur tous les circuits. Alors sous la carrosserie, on a réduit le poids de la boîte de vitesse quand même, déplacé le système ERS un petit peu plus vers l'arrière pour un meilleur équilibre global de la voiture et ça a été possible notamment grâce à un tout nouveau châssis. On a aussi une meilleure gestion de la température des freins, ce qui devrait permettre de mieux exploiter les pneus et d'être plus à l'aise dans toutes leurs fenêtres d'exploitation parce que si tu chauffes trop les freins ou que tu n'as pas assez de chauffe, etc., ça influe aussi sur l'intérieur de la température des pneus, la température intérieure des pneus. Donc ouais, il y a eu beaucoup de boulot sur cette A524, beaucoup de choix importants, nouveaux, risqués pour corriger des problèmes qu'ils ont réussi finalement à identifier fin 2023 parce que milieu 2023, on ne savait pas trop où on allait. Malgré des problèmes de corrélation qui étaient entre l'usine et la piste. Alors l'organisation change enfin, je sais, je fais que me répéter
répété depuis à peu près 6 mois. Mais Bruno Famin, non seulement il chapeaute tout le sport auto chez Alpine, en plus de son rôle de team principal en F1, mais du coup c'est lui en fait qui crée la barrière avec le management côté groupe Renault, avec Philippe Krief qui a donc repris le poste de CEO d'Alpine, mais qui se concentre beaucoup plus sur les voitures de route, et Luca De Meo qui est le big boss et qui a confiance à 100% en Bruno Famin, donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On va aussi avoir 2 COO, donc 2 Chief Operating Officer, côté Enstone et Viry-Châtillon, pour avoir une meilleure communication entre les deux usines sur une base qui est quotidienne. Bref, on n'a plus en fait juste un changement de tête entre guillemets dans cette écurie au global, mais un changement de gouvernance, de processus dont Enstone et Viry-Châtillon avaient besoin depuis probablement peut-être 2016 et la reprise de cette équipe par le groupe Renault, et qui a finalement jamais été vraiment fait. Côté pilote, on repart de plus belle avec Esteban et Pierre. Les deux ont leur contrat qui expire à la fin de cette année 2024. Alors si pour Gasly ça fait sens de re-signer avec Alpine pour continuer un projet et attaquer 2026 avec une équipe usine, c'est peut-être un peu moins évident pour Ocon. C'est la 5e saison d'Esteban à Enstone. Il a connu 2 changements de top management, finalement peu de progrès dans ce projet F1 Renault puis devenu Alpine, ou du moins pas les progrès qu'il espérait peut-être. Si la voiture ne montre pas de véritables progrès cette année, il a effectivement intérêt à faire évoluer sa carrière autrement. Et alors du coup, vu la typologie du marché des transferts en ce moment et la bombe de Lewis Hamilton qui part chez Ferrari, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à lui, dont 2 qui me paraissent assez sérieuses et assez probable. Alors la première, c'est évidemment Mercedes pour remplacer Hamilton. Je rappelle, Esteban Ocon il est toujours managé par Mercedes et il a fait partie de la Junior Team. Alors avoir un line-up Russell-Ocon, honnêtement, franchement, je trouve que ça a de la gueule, mais cette éventualité est de mon point de vue très liée à la performance à la fois de Kimi Antonelli en F2 cette année et évidemment la performance d'Esteban cette année. Et sinon, la deuxième option, c'est Audi aussi, où on a eu des rumeurs l'année dernière comme quoi il y avait eu des discussions entre le pilote français et la future équipe Ozano. C'est pas déconnant aussi, et c'est se relancer dans un nouveau projet comme c'était le cas au départ avec Renault puis qui est devenu Alpine d'une certaine manière, mais là aussi il y a énormément d'inconnus je trouve sur ce projet Audi pour le moment. Et dans cette éventualité, on sait que Audi a aussi discuté normalement avec Nico Hülkenberg, et il ne faut pas oublier qu'il y a un certain Carlos Sainz qui peut aussi se retrouver en lice pour un baquet dans cette écurie. Donc pareil, un line-up Ocon-Sainz par exemple, c'est loin d'être moche quand même. Mais bon, d'abord, avant de parler tout ça, on a 24 Grands Prix à disputer, beaucoup de pain sur la planche pour Alpine pour revenir dans le match des Big Five et progresser en tant qu'organisation comme Williams et Sauber en vue de 2026, car là, ça va vraiment être le tournant à bien négocier, encore une fois, pour toutes les équipes. Peut-être que les mieux préparés aujourd'hui, ça reste McLaren. Enfin bref, on a vu Pierre et Esteban que lorsqu'ils ont une bonne voiture entre les mains, ils peuvent la piloter vraiment au mieux, qu'ils ont beaucoup de talent tous les deux, et que derrière ça peut scorer des gros points avec une bonne stratégie qui est souvent plutôt bien exécutée, souvent bonne, qui peut toujours être un petit peu mieux optimisée, et globalement on peut toujours encore mieux optimiser ce qu'ils font sur la piste. On aura une première réponse en tout cas de cette Alpine A524 sur la piste à Bahreïn pendant les essais hivernaux. C'est la première année qui commence en ayant un vrai changement en interne, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vous, Alpine en 2024, vous en pensez quoi ?